Alors, je vais commencer par une introduction pour les spectateurs qui ne vous connaîtraient pas, voilà, pour qu'ils aient une petite idée quand même de ce dont il s'agit. Donc Alexis Potschke, vous avez publié en 2019 au Seuil Rappeler les enfants, un premier roman qui tient à être considéré comme tel, c'est-à-dire comme une fiction et non comme un récit, mais qui évoque une vie que vous connaissez bien pour des raisons professionnelles, celle d'un collège de grande banlieue parisienne. C'est un texte qui tranche avec le tout venant des témoignages du genre, un texte qui écoute les mots des enfants pour les restituer, qui saisit des instantanés pleins de vie, en classe, dans les couloirs, au CDI, avec un grand sens de la nuance, soucieux, disiez-vous, lors de la parution du livre, de vérité plutôt que de réalité. La première question sera, depuis combien de temps exerciez-vous votre métier, quand vous avez commencé à écrire à son sujet et quelle a été l'impulsion? Alors, c'est difficile pour moi de trouver une date à laquelle je peux dire que j'ai vraiment commencé à écrire sur mon métier, parce qu'il y a eu plusieurs étapes en fait dans mon rapport à l'écriture de mon travail. J'ai commencé à écrire déjà bien avant d'exercer, le métier de professeur, et ensuite en devenant professeur, donc d'abord professeur stagiaire, puis ensuite, néo-titulaire et ensuite les années à venir. Donc j'écrivais déjà depuis longtemps, j'ai continué quand j'étais stagiaire, mais ce que j'écrivais à l'époque, ne ressemblait pas vraiment à ce à quoi ressemble aujourd'hui, Rappeler les enfants qui est paru donc l'an dernier. Parce qu'en fait, les étapes, ça a été tout d'abord voilà, de simplement faire des espèces de petits comptes rendus, simplement pour passer le temps, et cetera. Et puis, je me suis rendu compte au fur et à mesure que ça m'a apporté vraiment une aide, pour comprendre, mon rapport, à mon métier, à l'enseignement, et cetera. Et puis, ce faisant, je me suis mis à plus m'investir dans l'écriture, en même temps que par ailleurs je m'investissais, plus dans mon travail. Donc, c'est quelque chose qui a été vraiment, échelonné, étalé, et j'ai commencé à le faire vraiment sérieusement, peut-être 3 ans, après être devenu professeur. D'accord. Donc, Rappeler les enfants porte le nom de roman, enfin le sous-titre de roman. Quelle est la part de fiction et en quoi cette forme de reconstruction était nécessaire? Alors, c'est compliqué de pouvoir dire quelle est la part de fiction, quelle est la part de réalité, parce qu'en fait, tout ce que je raconte dans ce livre, sont des choses qui sont plus ou moins vraies, et qu'ensuite j'ai un petit peu distordu pour faire en sorte que, déjà, que ça tienne, que ce soit un récit, que ce soit pas simplement, des petits instantanés comme ça, balancés au lecteur et puis qu'il se débrouille avec. Mais, comment dire? Heu En fait, c'est une manière un peu de se protéger dans son rapport, aux histoires qui se passent, dans un collège ou dans une vie, d'essayer de poser dessus le vernis de la fiction pour, avoir ensuite un objet qu'il est plus facile de comprendre. Qu'est-ce que c'est pour vous le travail sur la langue? Vous voulez dire la manière dont j'ai écrit ou alors la manière dont je travaille avec les élèves? Non, 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 pour vous comme écrivain. Hem Encore une fois, c'est difficile pour moi de me prononcer là-dessus parce que finalement, j'ai pas l'impression de travailler vraiment quand j'écris. Ce sont des choses qui me viennent comme ça, qui me semblent être simplement, ce qu'il faut écrire parce que c'est ce que je voulais dire, et qu'il me semble que c'est de cette manière-là que ce sera le plus facilement, compréhensible, en tout cas la manière dont le lecteur pourra le plus facilement s'en saisir et être au plus proche du ressenti que j'essaye de lui communiquer. Donc je vais assez rarement en fait, écrire, reprendre mon texte, réécrire, et cetera. Alors il y a un travail de construction au niveau des histoires que je raconte, mais la langue elle-même, vient finalement assez naturellement. Je pense que, de toute manière, j'écris depuis, assez longtemps pour avoir intégré en fait ce travail de langue, et au moment où en fait je commence à écrire ce livre, le travail est presque déjà fait et continue de se faire sans que j'ai l'impression vraiment de m'y mettre. Est-ce que écrire sur, votre travail, donc vous parliez de la part que ça avait pris pour, appréhender votre métier avec un petit peu plus de distance, en tout cas mieux comprendre ce qui pouvait se jouer. Mais, une fois qu'on écrit et qu'on se fait publier, la question de est-ce qu'on écrit pour soi ou pour les autres et sur les autres, prend le pas sur, ce qui était la question d'écrire pour soi au départ, un petit peu dans l'intimité Ouais, ouais, tout de à sa fait, chambre. bien sûr, parce que je pense aussi que alors le fait d'écrire pour les autres,
et d'écrire pour soi, enfin, le rapport entre les deux, finalement, chacun de ces deux versants vient nourrir l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je me suis dit que, d'accord, certes, j'écrivais pour moi, mais que finalement, j'aimerais quand même faire lire ça, montrer un petit peu ce qui se passe à mes classes, etc., ça m'a obligé à structurer en fait toutes ces choses-là. Et sinon, je me serais contenté de faire une liste des choses que j'ai aimées ou que j'ai pas aimées tel jour. Et voilà, c'était fini. Ça, c'eût été vraiment écrire pour moi. Et le fait de me dire, d'accord, il y a des gens qui vont me lire, si je leur fais juste une liste des choses que j'aime dans ma journée, ça va pas forcément les intéresser. Ça me force aussi à insérer une narration dans tout ça. Et finalement, d'insérer une narration me permet moi-même de comprendre plus facilement, encore une fois, ce que j'ai pu vivre et ce qui a pu se jouer ce jour-là dans ma salle de classe. Après, le fait que je parle d'élèves, que je sois professeur et que j'ai des élèves, forcément, il y avait cette petite peur quand le livre est sorti, mais que vont penser les élèves, que vont penser les parents? Est-ce qu'ils vont s'en plaindre? Est-ce qu'ils vont changer de regard sur moi parce que, en fait, pendant que je faisais cours, peut-être que j'étais en train de faire autre chose, de penser à mes histoires, etc. Alors que, donc, pas du tout. Et en fait, je pense que le fait d'avoir finalement été très sincère dans ce que j'écris fait que parmi les élèves et les parents qui m'ont lu, personne n'a été surpris. Personne ne s'est plaint finalement parce que c'était à l'image de ce qu'ils ont pu imaginer quand ils ont découvert que j'avais écrit un livre. Et bon, certains élèves m'ont lu, ne me l'ont pas dit d'ailleurs, je l'ai découvert plus tard, au hasard d'une conversation. Certains élèves parlaient de mon livre, j'étais très étonné. Et ils ont eu cette réaction un peu étrange de ne pas m'en parler, de ne pas me le dire. Et en fait, ils ont finalement un peu fait ce que moi je faisais, c'est-à-dire leur faire cours sans leur parler de mon livre. Et puis eux, ils sont venus et puis ils ont suivi mon cours sans me parler de mon livre. Est-ce que vous considérez l'écriture comme un autre travail à côté de celui d'enseignant? Oh, quelle question difficile. Oui, l'écriture, c'est un travail. C'est difficile de l'envisager comme tel parce que souvent, voilà, on s'imagine qu'un travail, c'est aussi quelque chose qui permet de vivre. Et clairement, non. Je pense que ce serait difficile pour moi de faire passer en tout cas l'un des deux versants devant l'autre. Et à la vérité, si je devais en faire passer un, ce serait l'enseignement parce que c'est le travail qui, dont je ne peux pas me passer. En même temps, je dis ça, c'est difficile aussi de se passer de l'écriture. Mais je pense que l'enseignement, c'est mon travail de jour et l'écriture, c'est mon travail de soirée, mon travail de vacances. Et c'est un travail qui est plus large, qui englobe plus de choses, mais dont les finalités sont moins évidentes et sont aussi moins, comment dire, visibles. Parce que lorsqu'on est enseignant, on voit bien que, d'accord, on passe sa journée avec ses élèves, on a réussi à leur enseigner quelque chose, on a fait, on a réussi à faire comprendre une notion à un élève, etc. On sait pourquoi on était là. L'écriture, c'est un travail très ingrat, beaucoup plus ingrat que l'enseignement, parce qu'on peut parfois écrire pendant longtemps, des années parfois, sans avoir le salaire, entre guillemets, et par salaire, je n'entends pas forcément sans avoir d'argent, mais en tout cas sans avoir de reconnaissance. Donc on peut écrire longtemps, et puis quand on commence à avoir une pratique de l'écriture qui peut déboucher sur le fait de publier des livres, etc., parfois on ne se rend pas bien compte de tout le, comment dire, de tout le chemin qu'on a fait pour en arriver là, de tout le travail qu'on a fourni auparavant, et du fait que de toute manière, si on, comment dire, si on espère être payé au SMIC horaire, ce sera complètement infaisable. Euh, voilà, on a du mal aussi une fois qu'on travaille, qu'on travaille son écriture, que voilà, on a une approche presque professionnelle, on a du mal à se rendre compte de ce qu'on peut attendre de ça, parce qu'on sort de périodes de 5, 6 ans. Alors, avant le premier roman, je ne sais pas pour les autres, mais moi j'ai écrit pendant 8, 10 ans dans ma chambre, depuis que je suis minot, le samedi soir, à passer voilà, mes nuits même sur mon traitement de texte. Et puis, voilà, finalement, 10 ans plus tard, ok, il y a un bouquin qui sort.
Et en fait, on a du mal à faire la part des choses, à voir le travail qui a compté, celui qui n'a pas compté. Bon, je pense que tout a compté, même mes premiers écrits d'adolescents ont participé à cette construction en tant qu'auteur. Mais c'est toujours difficile de se situer par rapport à ça parce que dans l'écriture, il n'y a pas on n'a pas de chef à part soi-même. On n'a pas de grille horaire. On ne sait pas. Certains arrivent sûrement à se donner des heures. Moi, non. Les heures pendant lesquelles j'écris, ce sont les heures pendant lesquelles je n'enseigne ni ne dors. Donc, ça fait une fenêtre de tir qui est quand même très mouvante. Est-ce qu'écrire sur le travail, sur votre travail, ça relève d'une forme d'engagement? Ça l'est devenu. Ça l'est devenu. Les premiers textes que j'ai écrits sur mon travail, c'était presque par inertie, parce que j'avais l'habitude d'écrire sur ce qui m'arrivait, et puis je suis devenu prof. C'est une chose qui m'est arrivée, j'ai raconté ça. Et je pense que au fur et à mesure que je me suis montré plus engagé dans l'exercice du métier d'enseignant, mes textes sont devenus plus engagés aussi. Et le fait de poursuivre l'exercice de l'écriture et de mettre le projecteur sur certaines situations relevait aussi d'un engagement qui allait grandissant. Parce que je pense qu'une des difficultés du métier d'enseignant, c'est d'être confronté aux élèves. Alors, quand je dis être confronté aux élèves, je ne veux pas dire par là que c'est une souffrance d'être confronté aux élèves, pas du tout. Mais en fait, on exerce un métier qui est très empathique et on est au contact de populations qui sont très fragiles. Les enfants entre 11 et 15 ans sont en construction, etc. Et puis, en fait, même sans le vouloir, on se retrouve un petit peu dans leur vie. On entend leurs histoires, pas toujours faciles. Et puis, de toute manière, l'adolescence, c'est 4 années, voire plus, extrêmement difficiles pour tout le monde. Et nous, on est confrontés à ce malheur-là, au simple malheur d'être un adolescent, d'être un enfant, et puis aux autres malheurs qui viennent se superposer à ça, de vivre dans des endroits particuliers, d'avoir des difficultés d'ordre scolaire qu'on n'arrive pas à surmonter, parfois d'être dans des situations de précarité aussi qui sont très difficiles à vivre pour les élèves. Et en fait, cette souffrance qui n'est pas forcément amenée par les élèves comme ça au milieu de la salle de classe, regardez monsieur, comme je suis malheureux. Non, au contraire, ils font preuve de retenue. Mais c'est pour eux le malheur, ça sort, on le voit, on le sent. On se retrouve face à des situations où soit nous-mêmes on est en souffrance parce que les gamins sont en train de nous faire vivre une heure terrible, ou soit en fait on le devine derrière eux. Et puis je pense que alors déjà d'en parler, ça fait du bien, c'est nécessaire de coucher tout ça sur le papier. On dit souvent que les enseignants sont très pénibles quand ils voient leurs amis parce qu'ils ne font que parler de leur métier. Donc ça, c'est vrai. Ça demande beaucoup de discipline de ne pas parler de son métier en permanence quand on est enseignant. Mais en tout cas, on vit énormément de choses. On peut les communiquer, on peut les transmettre à nos amis ou plus loin. Et je pense que, pour en revenir à votre question, ça a été un engagement pour moi de prendre tout ce matériel-là et d'en faire quelque chose qui puisse être, comment dire, que des personnes puissent découvrir par ce biais-là, quoi, de prendre toutes ces histoires et puis de les présenter sous une forme qu'on puisse facilement lire. Comment voyez-vous les modifications que la période que nous traversons, le Covid, le confinement, ont pu apporter au rapport qu'entretient notre société avec le travail? Et peut-être régulièrement avec le vôtre? Alors, plus particulièrement avec mon travail. Alors, depuis le début du confinement, je vois passer beaucoup de messages sur Facebook de gens qui disent « Oh là là, ça y est, regardez, les parents se rendent enfin compte de ce que c'est que d'être enseignant. » Et puis, bon, ça fait très plaisir quand on voit ça parce que quand on est enseignant, on a souvent l'impression que notre métier est dévalorisé, que personne ne se rend vraiment compte de ce qu'on fait, etc. Bon, j'ai bien conscience que l'algorithme des réseaux sociaux ne me montre aussi que ce qu'il pense que j'ai très envie de voir. Je pense néanmoins que, comment dire,
on se rend quand même compte au niveau du travail du fait qu'on ne pourra jamais vraiment remplacer le rapport humain. On ne pourra pas remplacer un professeur en chair et en os face à un élève ou à une trentaine d'élèves en chair et en os par, Zoom ou par Discord ou par la classe virtuelle du CNED, qui sont des outils qui par ailleurs peuvent très bien fonctionner, mais qui en fait nous donnent l'illusion que tout se passe bien. J'ai l'impression que le passage à l'enseignement à distance et de manière peut-être plus générale au travail à distance vient alors donner l'impression de gommer les difficultés, mais en fait ne les gomme pas du tout, mais simplement pose un voile dessus. Et finalement, moi, quand je me retrouve à faire mes cours avec mes élèves sur Discord ou sur la classe virtuelle, tout se passe très bien parce qu'ils ne me coupent jamais la parole. Alors, on peut avoir l'impression que super, on a une classe très très attentive, plus personne ne me coupe la parole, ils sont vraiment très silencieux, c'est génial. Et puis, quand on pose une question, on voit les petites mains violettes sur la plateforme du CNED qui s'allument, ça veut dire que c'est bon, ils sont là, ils lèvent la main. Mais en fait, on perd énormément et on ne peut jamais vraiment savoir à quel point les élèves sont avec nous. Certains vont peut-être simplement juste fixer l'écran d'ordinateur, de temps en temps faire des drôles de têtes quand ils ne comprennent pas ce qu'on dit, mais nous, on ne les voit pas. Si je ne les connaissais pas d'avant, je ne pourrais pas savoir en fait ce qui est en train de se passer pour eux. Là déjà, c'est un indice de les avoir eu quelques mois pour l'instant depuis le début d'année, mais en fait, remplacer ou même pas remplacer, mais en tout cas se servir de l'enseignement à distance pour autre chose que vraiment des cours, enfin un appoint quoi, très, très ponctuel, pour moi, c'est complètement illusoire. Quand je fais cours et que je passe dans la salle de classe, que des fois je pars trop loin, je sais pas, il y a un texte qui m'intéresse et puis je vais dire des trucs qui sont pas du tout de leur niveau, là je me tourne et puis je vois qu'ils sont en train de me regarder en faisant une drôle de tête, je me dis ah oui non d'accord, là vraiment je les ai paumés, pourquoi je fais ça, je reprends. Et puis eux-mêmes, des fois, simplement avec les postures qu'ils vont avoir, quoi, s'ils sont avachis ou au contraire s'ils bougent dans tous les sens, je vais pouvoir je sais pas, gérer la situation différemment, dire ok là on fait une activité, ou alors bon là on va plutôt en fait se calmer et puis faire une activité plus calme ou machin. À distance, on perd tout ça. Et il ne faut pas s'imaginer que le cours à distance pourra un jour remplacer le cours en présentiel. Alors, ma dernière question a trait au thème des assises qui s'est imposé lui-même là au cours des derniers jours, qui est l'incertitude. Voilà. Et de votre point de vue, est-ce que l'incertitude modifie les cadres de la pensée et de l'expérience? Oh. Vous n'avez pas 3 heures. Alors, est-ce que l'incertitude modifie le cadre de la pensée et de l'expérience? Oui. C'est ça? Mm. Ça dépend. Alors, le terme d'incertitude est un terme qui en tout cas m'amuse un peu parce que je pense que l'incertitude, c'est une composante essentielle du métier d'enseignant. On ne sait jamais vraiment ce qui va se passer quand on rentre dans une salle de classe. On a beau avoir prévu son cours, on a beau savoir là où on veut aller, on n'est jamais sûr qu'on ira dans cette direction-là. Et finalement, l'incertitude devient la chose la plus certaine dans la vie d'un enseignant. Le fait de très bien savoir qu'on ne sait pas du tout ce qui va se passer. Donc, est-ce que l'incertitude modifie le cadre de la pensée dans ce sens-là? Moi, en tout cas, non. Au contraire, j'ai l'impression que, en tout cas, c'est le confinement, pour moi, est plus certaine que celle pré-confinement ou post-confinement. Je sais que quand je vais me retrouver face à mon ordinateur, le cours se passera de la même manière que la dernière fois, que ma journée ressemblera à hier, avant-hier, etc. Et, et que en fait, c'est plutôt l'après, quoi. C'est plutôt ce qui va se passer d'ici 2-3 semaines qui est très incertain, mais qu'est-ce qu'on y peut?
Et puis, pour ce qui est de l'expérience, vous voulez dire l'expérience, mon expérience par rapport au travail ou de manière générale? De manière générale? Mmh. Bah, je sais pas. Ça cadre assez bien avec le thème. Ouais. Sur la thématique de l'engagement, alors je lisais aussi le texte que Marie Dorsan avait écrit à ce propos. Et elle parlait de quelque chose que je connais très bien aussi, qui est le devoir de réserve. C'est-à-dire que dans l'exercice de mes fonctions d'enseignant, il y a toute une palette de choses que je n'ai pas le droit de dire, que je n'ai pas le droit de faire. Et je pense que l'engagement que l'on a en tant que fonctionnaire, ou pour le coup en tant qu'enseignant comme moi, est très difficile. Enfin, c'est vraiment très compliqué de toujours trouver la fenêtre de tir au sein de laquelle on peut se montrer à la fois engagé politiquement et en même temps ne pas sortir du cadre qui nous est imposé. Alors c'est très difficile aussi à vivre lorsqu'on est face à des situations qui nous mettent en colère, qui nous font de la peine. Et ça arrive très souvent, d'autant plus ces temps-ci. C'est très difficile de trouver le ton juste et puis de ne pas non plus devenir un directeur de pensée, notamment pour les élèves. Donc, certains élèves me lisent, certains parents me lisent, et je n'ai pas envie de donner à penser, enfin de dire aux gens ce qu'ils doivent penser, mais plutôt de leur donner à penser, justement.